Chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre ce midi pour le webinaire sur les Hague Rules on Business and Human Rights Arbitration. Je suis Marion Paris, avocate en arbitrage et membre de la Commission des droits de l'homme de l'Ordre des avocats de Genève. J'aurai le plaisir de modérer les échanges de ce webinaire, qui est le fruit d'une collaboration entre deux commissions de l'Ordre des avocats, la commission ADR et la commission des droits de l'homme. Pour présenter la commission ADR, je passe tout d'abord la parole à Maître Laurent Hirsch, praticien de l'arbitrage et président de la commission ADR. Merci Marion. Bonjour consoeurs, bonjour confrères. La commission ADR a pour objectif la promotion des modes de résolution alternatifs des conflits. Ça comprend la médiation, ça comprend l'arbitrage, ça comprend le droit collaboratif et d'autres de types et de variantes. En ce qui concerne la médiation, on n'est pas simplement occupé en ce moment avec la préparation d'un projet de réglementation genevois. Et en ce qui concerne l'arbitrage, nous organisons des événements en général en coopération avec d'autres. Au mois de janvier, c'était en coopération avec le Centre interfacultaire d'études affectives pour parler d'une approche neuro-scientifique des audiences virtuelles. Au mois d'octobre, ça sera avec l'Association française de l'arbitrage, un événement qui aura lieu à Genève en présentiel sur l'arbitrage. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que la commission ADR présente avec la commission des droits de l'homme ce webinaire consacré aux Hague Rules. Je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup, cher Laurent. Et pour nous dire maintenant quelques mots sur la commission des droits de l'homme, je passe la parole à Maître Antoine Banelian, qui assure notamment aujourd'hui l'aspect technique de ce webinaire. Il est collaborateur chez l'ALIV et membre de la commission des droits de l'homme. Merci beaucoup Marion et bonjour à tous. C'est un plaisir de participer aujourd'hui à ce webinaire en tant que membre de la Commission des droits de l'homme. Pour vous donner en quelques mots, l'objectif de la Commission, c'est d'œuvrer en faveur des droits humains tant en Suisse qu'à l'étranger, dans une série de domaines et en particulier dans la défense de la défense, dans le droit de l'asile et des étrangers, dans la lutte contre les discriminations et la peine de mort ou encore, et c'est précisément le sujet d'aujourd'hui, dans le domaine du business and human rights. La Commission effectue ce travail par le biais d'interventions assez variées, telles que par exemple des communiqués de presse, des missions d'observation judiciaire ou encore des interpellations auprès des autorités en Suisse ou à l'étranger. Elle effectue également un travail de sensibilisation aux droits de l'homme par le biais de conférences, de rencontres et de webinaires, comme c'est le cas aujourd'hui. Avant de rendre la parole à Marion, je relève que l'article 2 des us et coutumes de l'Ordre des avocats de Genève prévoit que l'avocat est non seulement, et c'est assez grandiloquent, le gardien de l'état de droit et le dernier rempart contre l'arbitraire, mais aussi plus humblement qu'il doit s'efforcer d'atténuer les risques de violation des droits de l'homme en favorisant leur prise en compte dans le cadre de son activité. J'espère donc que ce webinaire vous aidera à favoriser les droits de l'homme dans votre pratique et vous souhaite en tout état une très belle conférence. Merci beaucoup, cher Antoine. Avec ce webinaire, nous souhaitons effectivement mettre aujourd'hui en lumière les Hague Rules on Business and Human Rights Arbitration, adoptés en 2019, qui restent relativement méconnus, y compris à Genève, ville phare tant en arbitrage qu'en droit de l'homme. Nous souhaitons nous demander dans quelle mesure ce règlement est susceptible de répondre aux attentes et besoins des entreprises et défenseurs des droits de l'homme. Pour répondre, nous avons l'immense plaisir d'accueillir 3 experts. Ils sont juristes en entreprise, défenseurs des droits de l'homme, chercheurs, professeurs. Ils ont des activités différentes, mais ont tous à traiter des relations entre entreprise et droits de l'homme. Leurs présentations seront suivies d'une table ronde lors de laquelle ils pourront répondre à vos questions. Vous avez en effet la possibilité de soumettre des questions par écrit à travers la fonction Q&A en bas de l'écran de Zoom, de cette réunion Zoom. Et sans plus tarder, nous allons donc ouvrir ce webinaire avec une présentation de Madame le Dr Ursula Kriboom. Madame le Dr Ursula Kriboom est professeure de droit international à l'Université de Vienne. C'est de cette ville qu'elle nous atteint aujourd'hui par vidéo. Elle intervient par ailleurs en qualité d'expert dans de nombreuses procédures d'arbitrage, investissement et de dossiers de droits de l'homme.
Elle est également membre du comité de rédaction des Hague Rules on Business and Human Rights Arbitration. Elle est donc particulièrement bien placée pour nous parler aujourd'hui de ce règlement et des raisons pour lesquelles il a été adopté. Ah. Oui. Merci beaucoup de m'avoir invité à présenter The Hague Rules on Business and Human Rights Arbitration lors du webinaire de l'Ordre des avocats de Genève. The Hague Rules représentent une nouvelle approche du règlement des différends dans la matière Business and Human Rights. Dans le passé, l'accent était mis sur les mécanismes de conformité volontaire, dont beaucoup étaient axés sur la prévention. L'aspect du recours effectif était moins central, peut-être pas dans les discussions, mais dans la perspective des instruments adoptés. Le principe directeur des Nations Unies relatif aux entreprises et aux droits de l'homme de 2011 exige l'existence de recours efficaces dans les situations de violation présumée des droits de l'homme par les entreprises, mais ne le crée bien sûr pas. Alors, pourquoi The Hague Rules on Business and Human Rights Arbitration et quelles sont les spécificités qui en font un recours effectif? Permettez-moi de commencer par le pourquoi, puis de passer au comment. Le projet d'arbitrage sur les entreprises et les droits de l'homme remonte à 2013. Cette année-là, la Cour suprême des États-Unis a jugé dans l'affaire Kiobel contre Shell que le US Alien Tort Statute of 1789 n'avait pas d'effet extraterritorial. Elle refusait aux victimes des violations des droits de l'homme à l'étranger par des entreprises l'accès aux tribunaux américains pour obtenir des dommages et intérêts pour les violations alléguées. L'idée est donc née que l'arbitrage pourrait être utilisé comme une voie alternative de résolution des litiges à la disposition des entreprises et des titulaires des droits de l'homme pour résoudre leurs différends. La ville de La Haye a parrainé le projet d'élaboration de telles règles, c'est pourquoi elles sont appelées The Hague Rules on Business and Human Rights Arbitration. Le règlement n'est pas envisagé comme un remplacement des recours judiciaires. Il s'agit plutôt d'un mécanisme alternatif complémentaire qui, dans certaines circonstances, certes les intérêts des victimes et des entreprises et comble les lacunes des recours judiciaires. L'équipe de rédaction les a conçus en mettant l'accent sur les exigences particulières des litiges relatifs aux business and human rights. Leur objectif est de fournir un mécanisme de règlement des différends conforme aux principes directeurs des Nations Unies. Les piliers 3 des principes directeurs de l'ONU, l'accès des victimes à un recours effectif a reçu moins d'attention jusqu'à présent. Et c'est là que les règles veulent combler une lacune. Les règles veulent offrir un recours non judiciaire, non étatique aux victimes ex post dans le cadre du pilier 3 des principes directeurs de l'ONU. En même temps, elles veulent offrir aux entreprises la possibilité de remplir leurs obligations au titre du pilier 2, à savoir offrir ex ante un recours pour les violations des droits de l'homme commises par elles-mêmes ou dans leur chaîne logistique. Elles peuvent notamment permettre l'exécution des engagements contractuels des entreprises en matière de droits de l'homme conformément au pilier 2 des principes directeurs de l'ONU, à savoir la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme. Les règles de la Haye ont donc une double fonction. D'une part, il s'agit d'offrir une réparation et un recours aux victimes de violations des droits de l'homme. D'autre part, les règles visent à gérer les risques des entreprises. Elles ont été rédigées pour s'appliquer à toutes les industries et à tous les secteurs et sans tenir compte d'un type de litige particulier. Et ils sont applicables à l'ensemble des droits de l'homme couverts par le principe directeur des Nations Unies. Comment? The Hague Rules on Business and Human Rights sont basés sur les règles d'arbitrage d'UNCITRAL qui sont souvent utilisées dans les arbitrages commerciaux et les modifient de manière significative. Permettez-moi maintenant de souligner certains des principales différences entre les Hague Rules et les règlements d'arbitrage d'UNCITRAL.
Les processus de rédaction du Hague Rules a obligé l'équipe de rédaction à naviguer entre des divers objectifs, parfois en tension les uns avec les autres. Tout d'abord, l'équipe de rédaction devait garder à l'esprit la fonction du règlement qui consiste à la fois à offrir une réparation aux victimes et à aider les entreprises à gérer les risques. Deuxièmement, elle a décidé de ne modifier les règles d'une citrale que lorsque cela était nécessaire, mais aussi de les modifier partout où cela était nécessaire. Troisièmement, The Hague Rules devrait offrir la souplesse et la généralité nécessaires pour traiter les multiples types de procédures. Par exemple, les procédures entre entreprises, entre victimes et entreprises, entre tiers bénéficiaires, procédures avec consentement ex ante et procédures avec consentement ex post. Cependant, il devait également fournir des orientations claires pour des situations spécifiques liées à l'arbitrage Business and Human Rights, par exemple concernant la protection des témoins. Par conséquent, l'équipe de rédaction a veillé à ce que les règlements soient très souples tout en incluant de nouvelles dispositions spécifiques en matière Business and Human Rights. Quatrièmement, les règlements doivent respecter l'autonomie des parties, une caractéristique essentielle de l'arbitrage, tout en fournissant des règles par défaut claires pour refléter les aspects particuliers de l'arbitrage dans le cadre Business and Human Rights et les exigences des principes directeurs des Nations Unies. En conséquence, l'équipe a cherché à équilibrer ces deux idées, par exemple avec des nouvelles dispositions importantes sur la transparence, tout en prévoyant des clauses types qui donnent aux parties la possibilité de choisir leur propre procédure. D'autres modifications du règlement d'une citrale concernent des questions telles que la sélection des arbitres. Chaque article du Hague Rules on Business and Human Rights est accompagné d'un commentaire qui vise à fournir aux utilisateurs un certain contexte sur la raison et l'intention poursuivie par l'équipe de rédaction avec chaque disposition. En outre, l'annexe contient un ensemble de clauses types pour leur incorporation facile dans les contrats et les conventions d'arbitrage. De plus, le Hague Rules on Business and Human Rights comprend un code de conduite pour les arbitres qui reflète les normes éthiques les plus élevées et les meilleures pratiques dans le domaine de l'arbitrage international au moment de leur rédaction. Je vais maintenant développer certaines de ces caractéristiques qui sont particulièrement importantes pour que les règles puissent ouvrir un recours efficace. Tout au long de la rédaction du règlement, l'équipe de rédaction a accordé une attention particulière au déséquilibre potentiel du pouvoir des parties au litige dans les litiges relatifs au Business and Human Rights. De diverses dispositions du règlement traitant des questions d'inégalité des armes entre les parties potentielles d'un litige reflétant cette préoccupation. Déjà, l'article 6 du préambule reflète lorsqu'il fait allusion à l'importance d'avoir des arbitres ayant une expertise spécifique. Un certain nombre d'articles du règlement fournissent au tribunal arbitral des outils pour traiter les questions d'inégalité des armes. L'article 5.2, qui traite la représentation et l'assistance, en est un exemple. Il traite des inégalités qui créent des obstacles à l'accès à un recours, comme le manque de représentation adéquate, la langue, l'écoute, la crainte des représailles. L'article charge le tribunal de faire des efforts pour s'assurer qu'une partie non représentée puisse présenter son cas de manière équitable et efficace. Cela inclut des procédures plus proactives et inquisitoires par opposition aux procédures contradictoires. L'article 22, paragraphe 4, relatif aux mémoires en demande, offre un autre exemple. Il prévoit que les mémoires en demande doivent, dans la mesure du possible, être accompagnées de toutes pièces et autres preuves invoquées par les demandeurs ou contenir des références à celles-ci. Les règlements utilisent cette expression « dans la mesure du possible » pour permettre au tribunal arbitral de tenir compte de l'éventuel déséquilibre de pouvoir dans l'accès aux preuves dans la procédure arbitrale. L'article 27 est un autre exemple de cette approche. Il encourage les tribunaux à gérer la procédure écrite de manière proactive afin de garantir l'efficacité et l'égalité des armes sans compromettre la régularité de la procédure. Il en va de même pour les dispositions de l'article 32 relatif à l'obtention des preuves. Il tente d'établir un équilibre entre un certain nombre de facteurs
relatifs à l'obtention des preuves, notamment l'équité, l'efficacité, l'adaptation culturelle et la compatibilité avec les droits de l'homme. L'article 32 permet au tribunal de répondre à une éventuelle inégalité des armes dans le contexte de l'accès aux preuves entre les parties. L'article mentionne des exemples d'instruments à la disposition du tribunal pour traiter ces questions. L'article 32, paragraphe 4, charge le tribunal d'organiser l'obtention des preuves conformément aux meilleures pratiques et aux considérations générales d'équité, d'efficacité, d'adaptation culturelle et de compatibilité avec les droits de l'homme. L'article reconnaît que la production des documents peut être requise afin de permettre à une partie d'avoir une possibilité raisonnable de présenter sa cause. Le tribunal doit prendre en considération la difficulté que certaines parties peuvent rencontrer dans la collecte des preuves ou dans la formulation de demandes précises des documents. En outre, il prend en considération le coût potentiel et les autres charges qui peuvent être occasionnées par les procédures de production des documents. L'article 32, paragraphe 6, prévoit une discussion entre le tribunal et les parties sur les difficultés potentielles. Le règlement, comme tout règlement d'arbitrage, ne peut pas prévoir un système de financement des demandes. Il n'appartient pas à un règlement d'arbitrage de traiter des mécanismes de financement, mais nous avons inséré des directives spécifiques de réduction des frais et des règles d'allocation de frais. Les règlements sur les honoraires et les frais des chapitres et l'allocation de frais contiennent des dispositions qui permettent aux tribunaux de prendre en compte les situations de déséquilibre économique. L'article 53 prévoit par exemple que les frais sont supportés par la ou les parties qui succombent. Toutefois, l'article 53.1 donne au tribunal arbitral la possibilité de s'écarter du principe du perdant-payeur et d'adopter la réparation de frais qu'il estime raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. The Hague Rules tente de réduire les obstacles à l'accès à un recours, mais au moins les parties devront disposer d'un minimum de ressources pour couvrir les frais de base de l'arbitrage et de leur propre représentation. Ces ressources peuvent provenir de leurs propres ressources ou d'un système d'aide juridique, d'un financement d'urgence ou d'un accord sur la répartition asymétrique des frais et des dépôts entre les parties. Des clauses types concernant les frais sont fournies dans l'annexe du règlement. Il est également possible que les victimes n'acceptent l'arbitrage que si l'entreprise accepte de le payer. Ce fut par exemple le cas dans un arbitrage entre South African Gold Miners and Anglo-American and Anglo-Gulf Ashanti qui a conduit à la création d'un fonds de règlement pour les victimes. Une disposition du règlement fait référence aux tiers financiers. En exigeant que leur identité soit révélée, le règlement reconnaît donc indirectement que le financement par des tiers est une option. Une autre alternative pourrait être un système construit sur un fonds international spécifique pour les litiges business and human rights. Ce fonds pourrait être financé par les États et ou des fondations indépendantes et ou un pool de sociétés transnationales anonymisées. Passons maintenant à la loi applicable. Le règlement d'arbitrage doit offrir une sécurité juridique et une prévisibilité quant à l'issue de la procédure d'arbitrage. Il est donc nécessaire d'indiquer des règles pour les tribunaux arbitraux sur la manière d'identifier les droits matériels applicables. Il ne semble pas souhaitable de concevoir des normes matérielles des droits de l'homme. Les normes de fond peuvent provenir de diverses sources telles que le droit interne, le contrat, les traités relatifs aux droits de l'homme et les normes de soft law. Par conséquent, les règles doivent être suffisamment souples pour faire face à ce patchwork potentiel de normes provenant des sources juridiques différentes. Cette flexibilité doit être associée à la certitude afin que toutes les parties à un litige puissent prévoir quelles normes seront applicables à leur litige. Accorder un maximum d'autonomie aux parties dans le choix des règles devrait garantir la flexibilité nécessaire. La règle par défaut, en l'absence de choix de la loi par les parties, assurera la certitude. Les règles LAE suivent l'approche en 4 étapes des règles d'UNCITRAL pour déterminer la loi applicable. Le paragraphe 1 prévoit la possibilité de la loi désignée par le parti. Le paragraphe 2 contient une règle de droit applicable par défaut.
Le paragraphe 3 permet aux parties d'autoriser expressément une décision exequatur bono par le tribunal et le paragraphe 4 attire l'attention du tribunal arbitral sur diverses règles contraignantes supplémentaires dont il peut s'inspirer pour résoudre le litige. L'option 1, la clause sur le droit désigné par les parties dans le paragraphe 1, utilise la loi, les règles de droit ou les standards. L'idée est d'offrir aux parties la plus grande souplesse possible dans les choix des sources normatives dont est tirée la loi applicable. Il peut s'agir par exemple des codes de conduite de l'industrie ou de la chaîne logistique, d'engagement statutaire ou d'autres normes commerciales et de droits de l'homme pertinentes. Les deux parties doivent avoir convenu d'appliquer ces lois, règles de droit ou standards. Elles permettent d'appliquer des combinaisons de règles émanant de différents systèmes juridiques et des sources non nationales. Il en va de même pour la règle par défaut sur la loi applicable. Elle fait référence à la loi ou les règles de droit que le tribunal juge appropriées. La modification de la loi mentionnée dans les règles uncitrales à la loi et les règles de droit dans les règles de l'AE permettent l'application des règles émanantes de différents systèmes juridiques nationaux ou même des sources non nationales. Sinon, un tribunal sera souvent tenu d'appliquer un système juridique dans son intégralité, comme le prévoient souvent les règles nationales des conflits de loi. La loi applicable ou les règles de droit déterminées par le tribunal en vertu de l'article 26.2 ne contient que des règles liant les sociétés en vertu du droit national ou international et peuvent inclure des obligations internationales en matière de droits de l'homme. En outre, lorsqu'il interprète la loi applicable, un tribunal arbitral devra tenir compte de la pertinence potentielle, directe ou indirecte, des obligations internationales en matière de droits de l'homme de tout État impliqué dans le litige à quelque titre que ce soit. L'article 46.3 reflète le texte du règlement de l'arbitrage uncitral et autorise les décisions exequatur bono seulement si les parties ont expressément autorisé cette possibilité. Et l'article 46.4 adapte le règlement du uncitral au contexte du Business and Human Rights et attire l'attention du tribunal arbitral sur diverses sources supplémentaires des règles contraignantes auxquelles il peut faire appel pour résoudre le litige relatif aux droits de l'homme et l'entreprise. Dans les secteurs où tous les participants concernés se sont engagés à respecter un certain niveau de protection des droits de l'homme, un usage commercial peut naître et lier les parties. Cela peut être le cas même lorsqu'un instrument contenant un choix de loi n'intègre pas expressément les normes applicables en matière de droits de l'homme. Permettez-moi maintenant d'aborder le devoir du tribunal de s'assurer de la compatibilité de la sentence avec les droits de l'homme. L'article 18 expose les principes généraux sous-jacents des procédures d'arbitrage en matière des entreprises et des droits de l'homme. Il contient l'obligation de conduire la procédure de manière à ce qu'elle soit compatible avec les droits de l'homme, conformément au principe directoire 31F des principes directoires des Nations Unies. Conformément à cette obligation, l'article 45.4 prévoit que le tribunal a l'obligation de s'assurer que sa sentence est compatible avec les droits de l'homme. Pour remplir cette obligation, il conviendra d'inclure une discussion sur la compatibilité avec les droits dans les raisonnements de la sentence. Cette exigence fait partie de l'obligation générale de motivation et concerne la forme et non le fond ou le droit applicable. Elle vise à encourager le tribunal arbitral à considérer la compatibilité des droits de l'homme dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Toutefois, elle n'autorise pas le tribunal arbitral à ignorer ou à modifier le résultat requis par les droits applicables tel qu'est déterminé conformément à l'article 46. En outre, l'obligation de s'assurer de la compatibilité de la sentence avec les droits de l'homme aide le tribunal à remplir son devoir de rendre une sentence exécutoire. Elle démontre que le tribunal arbitral a pris en compte les questions potentielles de conformité avec l'ordre public qui peuvent se poser dans le cadre d'un arbitrage portant sur les Business and Human Rights. Il s'agit en particulier de celles qui découlent de la loi du siège légal de l'arbitrage et du ou des lieux probables d'exécution de la sentence.
s'il y a des questions concernant la question du consentement à l'arbitrage, de la transparence, de la qualification des chapitres, etc., je suis heureuse de les clarifier au cours de la discussion. Merci beaucoup pour votre attention. Merci infiniment, Madame le professeur Pribon, pour cette présentation très complète et qui donne bien les clés pour comprendre le pourquoi et le comment des Hague Rules on Business and Human Rights Arbitration. Je passe maintenant à notre second intervenant. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à tout moment via la fonction Q&R et nous les poserons ensuite aux intervenants après les interventions. Nous avons réservé une plage de temps spécialement pour cela. Mais je passe maintenant au second intervenant, qui est M. Edgar Martinez-Erasti, directeur juridique pour l'arbitrage international chez Japan Tobacco International, ou GTI, c'est-à-dire notamment la société propriétaire, entre autres, des marques Winston et Camel, par exemple. Monsieur Martinez va partager son point de vue de juriste dans une grande entreprise multinationale concernant les Hague Rules on Business and Human Rights Arbitration. Arbitre et avocat admis au barreau de Mexico City et Paris, nouvellement basé à Genève, au siège de GTI, M. Martinez fera sa présentation en anglais. Edgar, you have the floor. Merci Marion. Je m'excuse de ne pas parler en français, mais je dois pratiquer plus. Mais je vous promets que la prochaine fois que vous m'invitez, si vous m'invitez, je parlerai en français. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much, Marion. Well, as Marion said, my name is Edgar Martinez, and I work in Japan Tobacco International on international arbitration matters, among other matters, right? So Marion contacted me for the first time to discuss the Hague Rules and in arbitration for the companies. And my response was quite frank and direct. So like, well, Marion, we haven't used them yet. We are not close to use them, but we haven't so far. I mean, being completely transparent. So apparently the discussion ended there, right? So it's how am I invited to a webinar to discuss the use of the rules if we haven't used them? But then Marion asked me a second question, which I believe was super interesting. It's like, okay, so what would you need as a transnational company in order to start using the rules, or you don't see them as interesting for using them in your resolutions? And I said, like, well, this is very interesting. And I think it started making me think and also discuss with my colleagues in the company about the potential use of the rules if some conditions are met. No? So before answering that question directly, I need to tell you that first, I need to explain you how this is structured within an international company. And please feel free to interrupt me or make questions at any time. It's you will see that, of course, I'm talking from the perspective of a tobacco company, but some of the points here, I believe, are similar to other industries, whether this is food companies or pharmaceutical, because at the end, the respect of human rights, it's universal. No? So before going to the, let me move to the next slide. Okay, can you see the next slide? Yes. Yes. Thank you very much. Okay, so this is in line with JTI's strategy for sustainability. And I know that when we hear the word sustainability, well, most of us, at least it was my case, we think about environment protection, no? About a greener future, less emissions, etc. But we see sustainability in the company from a broader perspective, and that includes the respect of human rights, sustainability for the business. We will be selling tobacco for 5 years, 10 years, 20 years, 100 years from now. It's a matter of how will the business be sustainable in the future. We strongly believe if we do not respect human rights as a company, the consumer will notice that, the consumer will stop buying the products, and this will be a matter of sustainability on the long run for the company. So the respect for human rights, it's quite embedded into the culture of the company, no? As well as environment and, of course, good governance requirements. No? But this is the context of the human rights discussion in JTI, at least in respect to sustainability of the business.
just a very quick reminder, no? So in 2011, the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights were adopted, and they rest on 3 pillars. I'm sorry if this is too obvious for everyone that is listening, but I really think it's a necessary step to go through the next steps of how a company is embedding these principles within its day-to-day operation. So we have on the first pillar, the one that is protect, which is for the most directly to the governments, to create, appropriate policies, legislation, regulation, etc. The second pillar that we also heard the Professor Ursula discuss about the respect of the human rights. And this we take as a company. It's an obligation, of course, for the companies on the day and the development of the business. How do we respect the human rights on the ground? I always say this is, it is very easy to respect the human rights from a very nice office, no? But the true challenge is when you have the sellers walking in the streets to reach the points of sale, walking at very high temperatures in countries, or farmers that are growing the leaf of the tobacco, and how do we avoid and take measures to prevent child labor? How do we operate in more than 130 countries? In some countries where there is less respect for equality, for example, for comparable salaries between men and women. So all these things that are really in the ground, really existent concerns, how do we treat them as a company? How do we respect it? And the third pillar is the remedy. Of course, let's provide effective access to a remedy. Now, I really like this chart. I'm not going to go through all of that. It's just to mention before 2011, when the United Nations Guiding Principles were adopted, see how few legislations there were in the world in relation to human rights. And now see how much have developed since then, no? Since the 10 years of its adoption. So we track very closely all these legislations because, of course, we operate in all those countries. So as part of the legal department and our colleagues from the compliance and the human rights teams are closely monitoring this. Of course, there's still more to do, but this is to show how the United Nations Guiding Principles have been impacting. No? So we expect, of course, more legislation in other countries, but we believe that by abiding by the United Nations Guiding Principles, we will be covering new legislations as well. So in relation to the respect pillar, how does this translate into a company? No? Okay, the United Nations Guiding Principles also suggest that we focus on 6 core areas. No? One is have a policy and have proper governance. Second, do an assessment of what you are doing, but not only what you are doing, also the chain of the business. Because again, it's easier to respect human rights from an office, but what about your distributors? What about your suppliers? What about the people that provide you, for example, the leaf or other products that you need to manufacture the cigarettes? You need to embed this as a culture internally for respect. You need to have appropriate grievance channels. Otherwise, how will you know what's happening in the ground? No? These grievance channels need people behind to support, to be engaged with the potential victims, and to be able to create reports to the management. And of course, we needed to provide remedy. For that, the company has created this grievance mechanism that we call Your Voice mechanism. This is available for everyone, not only employees. Huh? It's also open for consumers. It's also open for NGOs. It's also open for suppliers. Anyone, you can go to the JTI portal and raise Your Voice concern there. No? So it's, of course, there is a dedicated team here in Geneva that deals with these matters on an independent basis. And of course, there are principles like no retaliation. No? If someone raises a concern, it's a zero tolerance for retaliation policy. No? This grievance mechanism, which is part of the pillars when we are doing the due diligence on how to respect the human rights, it's available in all the languages of the countries in which JTI operates, which is it's a key item. How can you expect someone in Africa from a farm to be able to raise a concern if the mechanism is in another language, no, or it's not accessible? No, it needs to be effective. The United Nations guidelines also tell us there are 8 criteria for you to know
if your grievance mechanism is okay. No? It needs to be legitimate, it needs to be accessible, predictable, equitable, transparent, rights compatible, and it needs to be the source for your continuous learning, because we see it as a journey. We're constantly improving and constantly training, because of course people change. And the fact that you are respecting human rights today doesn't mean that you will respect them tomorrow, or vice versa. No, if you have any breach on human rights, you do things to avoid them happening in the future. No, so this is a constant and ongoing work. And the final effectiveness way to measure this is, are the rights holder engaged in the design of this? I mean, are they really using this? Is this mechanism really available for them? So we believe, of course, we are complying with these 8 effectiveness principles, but the dedicated team to human rights in JTI, there is one person that this is what he does every day, which is part of an extended group from compliance, are constantly working on this. So this is the grievance cases reported. I thought you might find it interesting. How many grievances have we actually got? Because of course, if we end up having either mediation or arbitration, it would most likely be one of these cases, right? So what is the pool of cases that a transnational company has in relation to this? So in summary, we have the United Guiding Principles. We are putting them into the policies. We are cascading down through all that we do in the business. And we are having an effective grievance mechanism that gives us these numbers. So we have in 2020, this is the 2021 report, which of course has the 2020 numbers. And in these reports, we were celebrating the 10-year anniversary of the United Nations Guiding Principles. The 2022 report with 2021 numbers is going to be launched in the shortly, but we don't have it yet. No, so this is the most recent data that we have. So in 2020, we have 668 cases raised through Your Voice, and we start segmenting them. No? So some of them could be labor practices. We exclude human rights from this report. No? Someone that is complaining, for example, that they did not respect their vacation time. No? Things that are more related to human resources. We have also complaints for fraud or misuse of company assets, corruption, anti-competitive behavior, but the one that matters for the purpose of this presentation is human rights. No? We had 79 concerns raised in relation to human rights. And from this, all this information is public. You can find it in JTI's report, in JTI's website. So from these concerns that were raised by potential victims of human rights, we create an action plan. We'd say, like, what is the focus? You wouldn't be surprised that our main concern is in relation to sourcing of leave that has been tainted with child labor. No? We have, of course, policies of not acquiring this from the suppliers, but it's important that we have these mechanisms of constant surveillance. No? So our pool, right now from 2020, were 79 cases. No? So what do we do with those 79 cases? Well, we investigate immediately through this grievance mechanism. And of course, the goal is to provide effective remedy. And the general rule that we try to follow, of course, it's to put the victim in the same situation it would have had if there was not an abuse of the human rights. No? Most of them are, again, by suppliers, by distributors, but we never wash off from the responsibility. No? So if this is in the chain of the tobacco product, we will be involved and we will be taken into consideration. So what happened at the end of these 79 cases? I mean, I don't have the information of each one, but in general, after discussing with my team, well, many things. No, people have been terminated from their positions in the company. We have terminated agreements, distribution agreements, supply agreements because of a breach of the code of conduct. People have been reinstated in their positions. Salaries have been equalized. So what we want to know is, okay, what happened and how can we remedy it as soon as possible? Fortunately, at least from these 3 years, which is the information that I have, none of these cases had ended up in court.
or in some legal distinct procedures. So now it's the question, fine, you have this type of cases, this number of cases. If some end up in a dispute that you cannot resolve, will you choose arbitration? That's the question. No? As we are discussing, and we have been discussing, the focus is, of course, on the due diligence. No, we want to be sure that we do not, as a company, we do not end up in a practice that can be that can derive in a violation of human rights. No, so the focus mainly is on the people. You will find this can be a little bit counterintuitive. No, so you are doing this assessment not focusing on your business, which is selling tobacco, but on the people. And it is because we truly believe that if we do not focus on the people, this is something that will impact the sustainability of the business on the long run. No? So I'm having here the next discussion, which, okay, what is the effective respect for human rights? No? Well, we believe it's understand the situation and offer effective remedy quickly. No? So we're not waiting long for this. We have used in the past third-party independent facilitators. It's especially to assess the amounts or the actual remedy that we needed to implement in the specific case. And I am also aware that we have used mediation. Now, what would we need to use arbitration? And with this, I will end up this presentation. It's, well, first to say that yes, JTI is a user of arbitration. We do use arbitration. We like arbitration. It provides for a framework that gives predictability of the process, not necessarily the result, but that's why you're in a legal process. But our main question, and that we discussed internally, and please, this is open for any comments or questions that you may have. You might help me enrich my internal discussions to see how can I start adapting more for this. It's okay, the first is, will the states accept the award that is related to human rights? I mean, I know that the Hague Rules have a specific provision that say that the parties agree that this would be considered commercial for purposes of the New York Convention, right? Because it's deriving from business. But we're not looking at the perspective of, can I get away from the award if it's negative for the company? None whatsoever. On the contrary, if we are using arbitration, it's precisely to measure the risks, as Professor Ursula was saying. This is one of the principles to manage the risks, no, of doing business. So, but on the contrary, it's, let's say we go to arbitration and we have a resolution. Will the state let us, you know, if we are losing, pay for this amount of the award, or will this still keep the dispute alive in that specific country? So will we have arbitration, but then can someone else start another procedure? Would this be final and binding for us? This is one of the concerns. It's, again, probably for many of you, this would be super reasonable, and the answer would be straightforward. For us, we need to further discuss to understand this. And again, the predictability for purposes of what the governments do in the different stages of the protection of the human rights. So these are questions that for us, still we need to process them more internally. But again, we're not close to this. One of the elements that I liked a lot about the presentation of Professor Ursula, it's about the consent. We believe that we have that well understood. Thank you very much. But it's part of something that needs to be. So will I be placing part in the website? The question is, how do you put it down to earth? No? Will I be putting in part of the website? We are open to arbitration. If you want to arbitrate, contact this email. Will we put into the website the model arbitration clause if someone wants to start up a procedure? How will we document that, and how will we process it through management? And how can we explain to management, once this is settled, the state where we are saying this will respect this? That means no other procedure could be started, and this will be an effective mechanism for resolving potential disputes that arise from human rights violations. No? Well, again, thank you very much for your support. The effort so far, it's on the due diligence to avoid getting to those situations.
but let's see what the future holds on this practical matter. Thank you very much. Thank you very much, Edgar. Merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve vraiment fascinante sur les mécanismes en place au sein de sociétés multinationales comme GTI pour résoudre certaines questions de business and human rights et également les questions déjà que vous avez formulées à Madame la professeure Ursula Kribo, mais on aura l'occasion d'y revenir. J'adresse tout de suite une question technique dans le slide. Dans le chat, pardon. La question est de savoir si Monsieur Edgar Martinez voudra bien partager les slides avec les participants. Alors oui, la réponse est oui, magnifique. Donc, on va se coordonner avec Monsieur Edgar Martinez pour les partager avec vous. L'autre question technique concerne l'enregistrement de ce webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré. Et puis, nous, à la suite, on va voir si c'est possible de le mettre en ligne sur la chaîne YouTube de l'Ordre des avocats. On vous tiendra également informé. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Notre dernière intervenante est Madame Nathalie Bernasconi-Osterwalder, qui est directrice exécutive de l'Institut international de développement durable. Elle dirige notamment le programme de droit et politique économique de cet institut. Elle travaille par ailleurs pour la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, où elle est vice-présidente de l'équipe de spécialistes sur la traçabilité environnementale, sociale et de gouvernance des chaînes de valeur durable dans l'économie circulaire. Madame Bernasconi-Osterwalder est donc particulièrement bien placée pour nous faire part du point de vue des défenseurs des droits de l'homme sur les Hague Rules on Business and Human Rights, Arbitration. Oui, merci beaucoup et bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir convié à ce webinaire sur un thème aussi intéressant et d'actualité que la condition des victimes de violations des droits de la personne par les entreprises. J'aborde ici ce thème sous l'angle de la contribution potentielle des règles de l'AE sur les entreprises et les droits humains à l'amélioration des voies d'accès à la justice des victimes de violations de droits humains par les investisseurs. Ces règles, en tant qu'elles promeuvent l'arbitrage, peuvent-elles être d'un quelconque secours pour le thème qui nous occupe? Avant toute réponse à ce propos, j'aimerais présenter succinctement le contexte des différents nés de violations des droits humains par les entreprises. En effet, comme il est bien connu, les activités d'investissement jouent un rôle très important dans la promotion du développement. Cependant, tous les investissements ne s'inscrivent pas dans la perspective du développement durable. Du reste, si elles ne sont pas bien conçues et mises en œuvre, ces activités impactent négativement le bien-être, l'environnement et la santé de la communauté d'accueil. Comme vous le savez, il arrive même que ces activités d'investissement soient à la base de certaines violations de droits humains. En règle générale, lorsque de telles violations surviennent et sont provoquées par les multiples activités économiques d'investissement des entreprises, les plaintes en découlant sont formulées devant les juridictions internes des États sur le territoire desquels ces violations ont lieu. Les tribunaux nationaux sont ainsi par principe compétents pour connaître des actions en réparation intentées par les victimes. Cependant, en pratique, ces premières options de recours internes qui s'offrent aux victimes leur garantissent plus ou moins de succès. En effet, lorsqu'elles cherchent à obtenir réparation, ces victimes se retrouvent parfois confrontées à d'énormes difficultés de divers ordres. Nous retenons ici quelques-unes qui semblent les plus récurrentes. D'abord, les victimes se heurtent aux difficultés de pouvoir se faire représenter aux besoins, soit par manque de financement, soit par l'impossibilité de se faire assister par un conseiller juridique. Ensuite, elles font face concrètement aux difficultés liées
aux voies d'accès à la justice, notamment aux obstacles de procédure au fond ou de fond. Les premiers concernent par exemple la maîtrise des délais, l'accès aux informations utiles pour soutenir leurs prétentions, etc. Et les seconds sont relatifs à la non-maîtrise du droit en vigueur ou des voies de recours existants et effectifs. Enfin, les victimes peuvent aussi rencontrer des difficultés liées à la structuration complexe des entreprises et aux possibilités d'engager la responsabilité des sociétés mères de certaines filiales ou succursales. En raison de tous ces obstacles et entraves à la satisfaction des victimes, les voies de recours internes sont considérées par celles-ci comme non effectives. Dans tous les cas, c'est sans doute l'absence de recours effectif dans les États d'accueil qui favorise aussi, depuis une vingtaine d'années, en Europe particulièrement, les actions contre les sociétés mères de filiales ou succursales à l'origine de violations de droits humains dans d'autres pays. Récemment, d'ailleurs, des recours pour négligence contre les sociétés mères ont fait l'objet de 2 décisions qui, au fond, sont connectées. En effet, en février 2021, la Cour suprême du Royaume-Uni a rendu une décision dans une affaire Oakpabi et autres contre Shell. Cette affaire était initiée par à peu près 40 000 habitants de la communauté de Ogale et par plus de 2000 résidents de la communauté de Bile au Nigeria. La Cour a estimé que les demandeurs avaient un argument soutenable, celui de la négligence dont la société mère Royal Dutch Shell s'était rendue coupable vis-à-vis de son obligation de diligence. La Cour a ainsi autorisé des citoyens nigérians à intenter une action en réparation de dommages environnementaux contre la société. Et un mois plus tôt, la Cour d'appel de La Haye avait rendu un arrêt dans une affaire for Nigerian Farmers and Sticking Milieu Defense contre Shell. Et la Cour, là, a statué que la filiale nigériane de Shell était responsable des dommages pour avoir à diverser des hydrocarbures dans le delta du Niger. Le tribunal a également jugé dans cette affaire que la société mère a fait preuve de négligence vis-à-vis de sa filiale alors qu'elle tenait à un devoir de diligence à son égard. Malgré ces nouvelles approches de la responsabilité des multinationales en matière de violation de droits humains, l'avenir de la condition des victimes concernant leur possibilité d'accès à la justice dans les États de nationalité des sociétés mères reste très incertain. Par exemple, au Royaume-Uni, le régime de Bruxelles avait enlevé une barrière importante tenant à la juridiction. Cependant, ce régime n'y est plus applicable et le pays n'a pas encore rejoint la Convention de Lugano. Aux États-Unis aussi, ce domaine subit de nouvelles tendances et il n'y a quasiment pas d'option envisagée contre les firmes chinoises, par exemple, qui sont à l'origine de violations de droits humains à l'étranger. Dans un tel contexte, l'on pourrait se demander si l'arbitrage est une option favorable à l'amélioration des possibilités pour les victimes de violations des droits humains d'accéder convenablement à la justice. L'arbitrage peut-il combler les lacunes et les défis posés par les mécanismes judiciaires des États d'accueil de filiales ou de nationalité des sociétés mères de celles-ci? De mon humble avis, l'arbitrage ne s'offre pas en alternative satisfaisante pour une raison simple, et nous l'avons déjà entendu. En effet, le mécanisme arbitral implique nécessairement un consentement des 2 parties aux différends. Le consentement est bien sûr fondamental pour tout arbitrage. En général, il est requis soit avant la naissance du litige, soit après la naissance du litige. Lorsqu'il s'agit d'obtenir le consentement
avant que les litiges ne surviennent, les entreprises sont moins susceptibles de donner leur accord à un règlement de différend qui les exposerait à de plus grands risques de responsabilité. Lorsque l'accord d'arbitrage en vertu du règlement n'a pas été obtenu avant la survenance du litige, l'obtention du consentement nécessiterait un certain degré de négociation et de pouvoir de négociation de la part des requérants potentiels, ce qui rend cette approche peu adaptée à la poursuite des violations des droits humains. Dans le contexte ou dans les deux situations, s'assurer que les victimes donnent un consentement libre et éclairé peut constituer un défi important. Cela signifie que les entreprises contestées devraient accepter un processus qui peut la tenir responsable et tenue de payer une indemnisation. En général, les entreprises peuvent préférer l'arbitrage à un processus judiciaire. Mais si le processus judiciaire n'est pas disponible, les entreprises préféreront plus probablement ne pas suivre de processus du tout. De manière surprenante, plus les chances de succès des victimes dans les procédures judiciaires sont élevées, plus une entreprise pourrait être disposée à accepter l'arbitrage pour éviter de longs processus judiciaires qui leur sont moins familiers que l'arbitrage. Bien sûr, il y a aussi d'autres domaines où l'arbitrage pourrait être utilisé dans le contexte des entreprises et des droits humains. Par exemple, l'entreprise peut avoir signé un contrat avec la victime qui comprend une clause d'arbitrage, ou bien l'arbitrage pourrait être utilisé pour résoudre des problèmes commerciaux et de droits humains entre différents acteurs de la chaîne de valeur. En résumé, l'arbitrage ne sera probablement pas en mesure de combler le vide ou de résoudre les problèmes liés aux obstacles auxquels les victimes sont confrontées pour accéder à un recours. Celle-ci nécessite des améliorations dans l'élaboration des règles de droit international privé pour garantir que les victimes ont accès à la justice dans l'état d'accueil et l'état d'origine de l'entreprise. Cependant, quand il y a consentement, l'arbitrage peut constituer une alternative potentiellement moins coûteuse et plus rapide liée à un cadre de reconnaissance et d'exécution largement respecté par le biais de la Convention de New York. Donc, ayant conclu que l'arbitrage pourrait jouer un rôle complémentaire sur les entreprises et les droits de la personne dans certains cas, la question est maintenant de savoir s'il est utile d'appliquer des règles d'arbitrage qui sont spécifiquement conçues pour traiter les affaires impliquant les entreprises et les droits humains. Le fait que des règles spécifiques de l'AE existent signale déjà l'importance du sujet. Aussi, avec le règlement de la CNUTSI comme base, les règles introduisent des modifications utiles pour traiter certaines questions susceptibles de se poser dans le contexte des différends relatifs aux entreprises et aux droits humains. Donc, ces règles facilitent la tâche des tribunaux et les parties au litige parce qu'ils donnent une direction. En même temps, ils donnent parfois une compétence accrue aux tribunaux. Par exemple, les règles sur la transparence sont moins strictes que les règles sur la transparence de la CNUTSI. Il reste donc à voir comment les tribunaux vont appliquer ces règles de transparence. Et pour terminer, j'aimerais juste attirer l'attention sur le fait que le contexte politique dans beaucoup de pays, particulièrement en Europe, est en rapide évolution. L'Union européenne et plusieurs États membres sont en train de mettre en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre une législation obligatoire en matière de diligence des entreprises. En effet, ces législations contiennent des obligations pour les sociétés mères de garantir le respect des droits de la personne dans leur activité commerciale, leur groupe d'entreprises et leur chaîne d'approvisionnement. Et dans le cadre de ces obligations,
les sociétés mères seront tenues de mettre en œuvre et de surveiller les politiques en matière des droits humains et de rendre compte des risques dans leurs activités. Il reste à savoir comment ces législations vont interagir avec la jurisprudence émergente et aussi avec l'arbitrage. Il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que les mauvaises surprises, comme on les a connues dans le contexte de la résolution des différends entre investisseurs et États, soient évitées. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment. C'est vraiment, je trouve, vraiment très intéressant d'avoir vos points de vue qui se succèdent, et y compris ici donc sur en fait la question de savoir si l'arbitrage et le mode de résolution pour les questions de litige business and human rights, et si en particulier le règlement de la haie est particulièrement adapté. Merci beaucoup. Je passe maintenant à la deuxième séquence de notre webinaire. Donc, c'est la séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via la fonction Q&R en bas de votre écran. Vous pouvez aussi, je crois, Anton, demander de prendre la parole si vous le préférez, si vous le souhaitez, en sachant donc que c'est enregistré ce webinaire. Hein. Donc, voilà, vous êtes au courant. Très bien. Écoutez, moi, j'aimerais revenir en fait à la question de Monsieur Edgar Martinez à la fin de sa présentation. Question qui peut être adressée à la fois à Madame le professeur Fribourg et à la fois à Madame Bernasconi Osterwalder. Donc, Monsieur Edgar Martinez, si j'ai bien compris, une des questions que GTI se pose, c'est est-ce que les États vont accepter une sentence arbitrale en matière de droits de l'homme? Est-ce qu'elle sera finale et obligatoire? Et est-ce que la Convention de New York va trouver à s'appliquer s'agissant d'une telle sentence? Est-ce que j'ai bien retranscrit les questions en fin de votre présentation? Oui, merci Marion. Parfait, merci beaucoup. Donc, si vos copanélistes ont des réponses par rapport à ces questions, je serais intéressée de les entendre. OK. Comme Monsieur Edgar Martinez a déjà mentionné, on a vu ces problèmes-là. C'est la raison pour laquelle, déjà dans l'article 1, il y a un paragraphe qui exprime que les partis sont d'opinion que les critères de commercial relationship, donc de relations commerciales sur la Convention de New York, sont remplis. C'est bien clair qu'on n'est pas un législateur, donc c'est les plus qu'on a pu faire dans les règlements. Ce qu'on a fait maintenant, et il y a une étude qui est, ou un projet de recherche qui est en cours actuellement dans la Columbia University à New York, qui recherche exactement quelles législations sont des affaires business and human rights considérées comme arbitrables, parce qu'on a trouvé que ça sera utile de le savoir, donc que ce se passe sur le moment. Il essaye de faire ses recherches pour la plupart des juridictions possibles. La question est certainement plus facile à résoudre concernant des relations dans une chaîne de production, dans une chaîne d'approvisionnement, parce que c'est aussi la situation où on a pensé que ça va probablement être le premier cas que le règlement de l'AE va être appliqué, parce que ça, c'est plutôt clair que c'est une relation économique et les règlements, s'il est applicable, c'est très clair que ça ne va pas être un problème de l'application de la Convention de New York. C'est plus difficile concernant les arbitrages victimes entreprises, mais là, on est en train de clarifier ça avec ce projet-là.
Ce qu'on peut dire qu'il y a maintenant un premier traité modèle de droit d'investissement international qui contient le Hague Rules comme alternative possible de règlement applicable à l'arbitrage, le SIFCA, le Sustainable Investment and Facilitation and Cooperation Agreement, et c'était un traité modèle bilatéral d'investissement qui était développé pour le Gambia. Donc, les Gambiens qui aussi demandent dans cet traité modèle que les entreprises doivent respecter le droits de l'homme comme contenu dans le principe directeur de l'ONU et doivent prévoir un recours effectif aux des victimes potentielles à des violations des droits de l'homme si un investisseur veut profiter de ces traités. Donc, c'est un traité modèle, on va voir ce qui se passe, mais ça signifie qu'au minimum, le Gambia croit que ça sera arbitrable et ça correspond aussi aux exigences de la Convention de New York, parce que sinon, ça ne sert à rien de l'inclure là-bas. Ce qu'on peut aussi dire que le Bangladesh accord a fonctionné. C'est conduit à un règlement amiable, mais apparemment, tous les partis ont cru que ça sera une solution finale à ce litige-là. Donc, tout ce que je peux dire à ce moment-là, parce qu'on n'a pas encore un cas où on a un arbitrage passé sur ces rôles-là, donc il n'y a pas d'expérience d'exécution dans un autre pays se passant sur la Convention de New York. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Nathalie Bernasconi-Osterwalder, vous voulez intervenir sur cette question ou est-ce que je... Oui, je pense que ça, c'est vraiment un point très, très important. Et c'est vrai que c'est vraiment explicitement mentionné dans le commentaire et puis dans les règles. Donc, ce problème est reconnu et c'est sûrement un point très, très important. Et ça dépendra sûrement dans quel contexte le consentement et la clause est introduit. Par exemple, si c'est dans un contrat d'investissement où on ajoute, par exemple, un contrat avec les communautés, ça pourrait tout à fait faire partie d'un package qui est plutôt commercial, parce que c'est un contrat d'investissement. Et puis, dans d'autres domaines, quand c'est plutôt la responsabilité civile, ça pourrait être plus difficile. Mais je pense que c'est aussi important ce que le professeur Krimbaum a dit sur dans certains pays, l'arbitrage ne sera pas admis en fait dans certains domaines. Par exemple, dans le domaine de labor law, le droit du travail, c'est pas nécessairement qu'on peut soumettre des litiges à l'arbitrage, par exemple. Donc, il y a vraiment des limites, mais pour moi, ce qui est le plus important, ce que j'ai essayé de dire avant, c'est que on veut être sûr qu'on ne pense pas que ces règles vont faciliter l'accès à la justice pour les victimes, parce que ce n'est pas vrai. Dans les cas, comme on a discuté, où il y a la pollution, il y a des vraies violations de droits humains, par exemple, par les sociétés de sécurité engagées par les compagnies sur place, et puis il y a même parfois des morts. Je veux dire, ce genre de recours reste difficile pour les victimes. Donc, on n'ajoute pas vraiment quelque chose pour les cas les plus importants de violation de droits humains. Et c'est important de dire et d'être honnête, parce que je pense que si on regarde depuis l'extérieur, souvent on entend « Ah, c'est des nouveaux règles sur les droits humains et on va résoudre, en fait, on va garantir l'accès à la justice, au recours
effectif, mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que c'est soumis au consentement. Mais je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais il faut juste être très clair sur ce point. Parce que sinon, parce qu'il faut améliorer l'accès à la justice et on ne peut pas le faire avec l'arbitrage. Mais l'arbitrage a son rôle dans ce domaine, je suis sûre, et il faut le structurer bien et l'utiliser bien. Et dans certains cas, je pense que la Convention de New York sera tout à fait applicable et puis dans d'autres pas. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment très important qu'on ne pense pas que ça va résoudre le problème d'accès à la justice pour les victimes. Oui, merci beaucoup. Alors, juste avant de donner la parole à Antoine pour sa question, je pense que ce serait quand même important de donner la parole de nouveau au professeur Kribaum par rapport à ce qui vient d'être dit. Parce que, donc, on comprend que les Hague Rules sont limités aux questions de business and human rights. Et donc là, on vient d'entendre Madame Bernasconi Osterwalder qui dit que l'arbitrage n'a pas en tant que tel, ne peut pas permettre un accès à la justice aux victimes de violations des droits de l'homme. Est-ce que vous voulez réagir, enfin, dire quelque chose par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on n'a pas prétendu que ça va sauver tout, en fait. Hein. Ce qu'on voulait faire est contribuer à combler cette lacune. Et comme on a vu avec le Bangladesh Accord, il y a aussi des situations graves où l'arbitrage peut être utile. Donc, je ne serai pas assez catégoriquement que Mme Bernasconi Osterwalder dit, bon, c'est jamais une solution. Hein. Là, je ne le crois pas. Ça va donner, il va y avoir des situations où ça peut être utile parce qu'on n'a pas autre alternative, parce que c'est cette situation-là où on voulait offrir une possibilité si on n'a pas une meilleure autre alternative. Oui, si on a accès à des tribunaux ou des cours nationaux, bon, hein, prends-le, oui. On ne voulait pas remplacer des accès à la justice qui sont là et qui fonctionnent. Donc, l'idée était vraiment d'offrir quelque chose si on n'a rien d'autre. Et là, je crois qu'il va y avoir des situations où ça peut être utilisé parce que on trouve des fonds par les ONG ou peut-être il y aura cet fonds international qu'on a pensé, ou peut-être il y a encore une situation comme dans cet arbitrage Ashanti, et bon, je ne sais pas exactement le nom, je dois le regarder si vous voulez, où l'entreprise a accepté de payer pour l'arbitrage parce que les entreprises aussi ont de plus en plus une obligation d'ouvrir un recours efficace. Et s'il n'y a pas d'autres recours efficaces, ça peut être intéressant. Oui, il y a aussi, on est dans une discussion concernant des situations en Afrique du Sud où en principe, il y a des cours qui sont là et disponibles, mais tous les deux parties craignent que ça prend pour des années et des années et des années jusqu'ils sont en position d'un arrêt. Et donc, ça sera peut-être utile pour les entreprises et les victimes d'utiliser l'arbitrage parce que ça va être plus vite et coûte moins. Et voilà. Donc, je ne crois pas que les Hague Rules sont la solution pour tous les problèmes, mais je crois bien que pour certaines situations, ça va être utile et ça peut être utile, et c'est pour ces situations-là qu'on voulait offrir une alternative. Merci beaucoup. Je pense que c'est une précision utile aussi pour tous les gens qui nous écoutent. Je voulais demander à mon collègue Antoine Vallian s'il avait une question pour nos panélistes ou un panéliste en particulier. Absolument. D'abord,
premièrement, la prémisse de ma question, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'on aurait l'instinct de se dire que l'académique et le défenseur des droits de l'homme seraient d'une part et ils auraient face à eux une position adverse qui serait celle de GTI, de M. Edgar Martinez et d'une multinationale. Donc, alors qu'on voit que dans les faits, finalement, l'opposition se fait entre le monde académique et la défenseuse des droits de l'homme, Mme Bernasconi. Et c'était extrêmement intéressant. Vous avez parlé, Mme Bernasconi, des mauvaises surprises de l'investissement et on voit qu'on connaît des affaires qui, effectivement, dans un domaine d'investissement avec l'arbitrage, où ça a permis de bypasser finalement la protection qui aurait pu potentiellement être octroyée. La question que je pose à vous trois, finalement, c'est est-ce que ces positions sont partagées? Est-ce que maintenant, on est dans une situation où finalement les multinationales seraient plutôt ouvertes à ce règlement, l'académique également, mais que les défenseurs des droits de l'homme font barrage? Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé dans vos milieux respectifs, finalement? C'est une question pour moi ou c'est pour tout le monde? Alors, c'est pour vous trois. Après, vous pouvez bien sûr aller en premier. Je laisse à la présidente décider comment. C'est qui la présidente? C'est moi? Non, je pense que c'est vraiment une question pour vous trois. Donc allez-y seulement, Madame Bernasconi Osterwalder. Oui, mais je pense que deux choses. Je pense pas que on fait barrage à l'application de ces règles. Ce que je veux dire, et moi je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit professeur Kribaum, parce que si vous lisez les règles et puis aussi les commentaires, c'est clair que les gens qui ont écrit ces règles, ce groupe, est tout à fait conscient des limites. Ce que j'aimerais bien tirer l'attention, c'est que pour ceux qui ne se sont pas vraiment penchés dessus, souvent c'est considéré comme une solution pour l'accès à la justice pour les victimes. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas vrai en principe dans les cas où on a vraiment une violation sur place et on n'a pas le consentement d'aller à l'arbitrage. Et donc, la seule chose qui reste, c'est ou bien les voies judiciaires locales ou bien à la place de la succursale ou ailleurs. Et donc, il faut renforcer cela, mais ça ne veut pas dire que dans certains cas, en effet, peut-être il fait du sens de décider, on ne veut pas aller commencer un litige judiciaire, mais on veut le remplacer par autre chose. Et c'est pour ça que je voulais dire ce qui est un peu absurde, c'est que mieux qu'on aura des systèmes judiciaires pour peut-être répondre aux besoins des victimes, plus on aura peut-être l'arbitrage. Donc, parce que les compagnies préféreront peut-être, parce qu'ils savent qu'il y a des chances de perdre devant les instances judiciaires, donc, et ils ne connaissent peut-être pas aussi bien le contexte là, ils se sentiront plus à l'aise avec l'arbitrage. Donc, je pense que ça va ensemble. Donc, mais tant que l'accès à la justice n'est pas vraiment garanti dans le contexte du droit international privé, l'arbitrage aussi, les compagnies ne vont pas nécessairement être d'accord à aller à l'arbitrage non plus. Mais oui. Et ce que je voulais dire avec des mauvaises surprises, c'est simplement, je pense que le règlement investisseur, enfin les litiges investisseurs-État, quand c'était mis en place, on ne savait pas vraiment ce qu'allait venir. Et donc maintenant, les problèmes de inconsistency et puis enfin de imprévisibilité et des choses comme ça, ils
ils sont là parce qu'il n'y avait pas vraiment de structure prévue quand on avait mis les clauses dans les traités. Donc maintenant, si on a plus sur la diligence, plus de règles sur la diligence, il faut juste réfléchir comment est-ce qu'on va utiliser l'arbitrage et ne pas avoir des réponses ad hoc qui vont peut-être se contredire. Et c'est ça que je voulais dire avec ça à la fin, M. Valélian. Merci. Oui, là, je pense que sur ces questions de compatibilité des décisions, vous rejoignez un peu ce qu'a dit M. Edgar Martinez en fin de présentation sur les questions qu'il avait éventuellement. Donc, je ne sais pas si M. Edgar Martinez, vous voulez prendre la parole par rapport à ce qui a été dit Oui, et à la bien sûr. question d'Antoine Valéry. Merci. Yes, well, from the company perspective, we see arbitration as another dispute resolution mechanism. No? So you have, of course, judicial court, you have the courts, you have mediation. So, I mean, it's important for us to see what are the options, what could be effective, and then you choose. And again, if you said it very correctly, I mean, at the end, arbitration requires consent from both parties. No, so it's if the other party accepts to go to arbitration, we would believe that it's because they would accept that the result would be an effective remedy. No, otherwise they wouldn't choose it. No, that's what I don't want to be simplistic. No, but at the end, let's not forget that business is there to do business. No, we are tobacco. We are there to sell cigarettes. No, so it's in our DNA. But the way we do this, it's of course in line with sustainability principles. We do believe that if we do not respect human rights, we will not have a business in the future. No? So I understand that this is subject to opinions, but at the end, we see the Hague rules. We haven't used them yet. We think that we could use, but there are some questions. And thank you very much for the reference to this study, Madame Ursula. It's we will be following up closely. Thank you. Oui, merci beaucoup. Et puis un argument que souvent en fait en arbitrage investissement était invoqué de la part des investisseurs et qu'on pourrait peut-être transposer dans les cas des litiges business and human rights, c'était quand même la neutralité. Donc c'était un avantage vu pour l'arbitrage en comparaison avec les juridictions nationale. Donc, voilà, peut-être si vous voulez rebondir là-dessus après, mais je voudrais quand même passer maintenant le micro à Maître Laurent Hirsch pour sa question et le remercier à cette occasion à nouveau d'avoir pris l'initiative de ce webinaire. Merci Marion. Une question pour vous, Monsieur Martinez. Vous nous avez dit que vous n'étiez pas encore prêt ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez n'était pas encore prête, mais que vous imaginez qu'on allait y arriver. On a aussi parlé du financement. La professeure Kribaum a mentionné qu'on pourrait imaginer un fonds international. Donc, probablement qu'on attendra des entreprises, non seulement qu'elles adhèrent, mais en plus qu'elles financent quelque part. Est-ce que vous imaginez que ce financement, c'est un obstacle supplémentaire ou est-ce que vous imaginez qu'au moment où, par hypothèse, l'entreprise dans laquelle vous travaillez serait convaincue de l'utilité de l'instrument, le fait de le financer serait un accessoire qui passerait facilement? Mm-hmm. Excellent question. Sorry that I don't have an answer right now. I mean, we will need to check on a case, but what I would think, the first thing that pops out to my mind being in the tobacco industry, it's, I mean, if we end up paying for more part of the arbitration, how would this be perceived? No, is it perceived as if we are trying to influence the decision of the tribunal? What would happen when we will have an award? That is something that we will take into consideration very seriously before. So I cannot say yes or no, but we will need to take that into account very, very consciously. Merci beaucoup. Je vois juste que Madame le professeur Ursula Kribaum avait demandé la parole. Pardon. Oui,
Je voulais seulement répondre à la question avant. Donc, je ne crois pas que c'est un académique et les représentants des victimes qui ont une vue différente sur cette possibilité. Parce que moi, oui, je suis un académique, mais le team qui a développé le règlement de l'AE, c'était des praticiens et quelques académiques, mais aussi des représentants des victimes, des représentants des entreprises. Et on avait un très grand sounding board et il y avait plusieurs échanges entre nous et le sounding board. Donc, je crois que ça sera une fausse perspective de voir que c'est un produit des académiques parce que c'est pas vrai, c'est par chance que c'était moi qui a dit, bon, oui, j'espère que mon français est suffisamment bien d'être capable de le présenter en français, mais il n'y a personne d'autre qui était libre à ce moment-là, mais c'était par chance que c'est maintenant un académique qui le présente ici. Ce que je voulais aussi dire, qu'il y a bien aussi la possibilité que, par exemple, la Banque mondiale ou les assurances d'investissement vont, dans le futur, exiger des entreprises qu'ils offrent des voies de recours comme the Hague Rules on Business and Human Rights Arbitration, s'il n'y a pas un autre recours effectif dans un système national. Hein. Ça peut aussi bien être possible. Et si ça sera le cas, on a le consentement des entreprises parce que sinon, ils ne sont pas éligibles au programme de la Banque mondiale ou d'une assurance d'investissement. Ça sera très bien possible que ça va se passer aussi comme ça. Et ce que nous, on a vraiment pensé que le premier cas où le règlement va être appliqué, ça va être dans les chaînes d'approvisionnement, parce que là, c'est aussi nécessaire de faire en sorte qu'on peut faire responsable aussi les autres entreprises qui sont plus haut ou plus bas dans la chaîne, et ça sera utile si on a un règlement qui prend en considération certaines nécessités qui existent si une violation des droits de l'homme est à l'origine du problème. Oui, merci beaucoup pour ces précisions. Je vois qu'il est 14 heures, juste avant de terminer ce webinaire. Est-ce que Madame Bermesconi-Osterwalder, rapidement, vous vouliez dire quelque chose par rapport à la question de Maître Hirsch sur le Fonds international sur les litiges business and human rights? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait adresser, entre guillemets, c'est un anglicisme, certaines de vos réticences? Je suis désolée, j'ai pas très bien compris la question, et puis ouais. Je pense que, sans vouloir parler pour Maître Laurent Hirsch, je pense que la question c'était sur l'initiative possiblement d'avoir un fonds qui permettrait en fait financièrement de prendre en main financièrement ces litiges. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait vraiment aider qui serait intéressant, pas aider, mais qui serait intéressant selon vous? Oui, s'il y a vraiment la possibilité d'accéder à la justice, et ça peut faciliter l'accès à la justice, je le limiterai bien sûr pas à l'arbitrage, mais aux autres types de recours qui seraient à la disposition des victimes. Donc, ça devrait être ouvert aux représentants des victimes de décider ce qui est peut-être, de travailler avec eux, ce qui est le plus apte pour avoir un résultat. Mais ça ne devrait pas seulement être l'arbitrage soumis au consentement. Ouais. Parce que vous, la neutralité de l'arbitrage, ce n'est pas quelque chose qui vous convainc en fait par rapport à certains Mais litiges. vous savez, la convention enfin, Bruxelles et Lugano, l'idée, pourquoi est-ce qu'on peut porter plainte au siège
de la société mère, c'est pour protéger la société mère, finalement. C'est ça le raisonnement. Donc, on ne peut pas vraiment argumenter que au siège, les tribunaux vont être plus en faveur de victimes à l'étranger que les sociétés qui ont leur siège à l'endroit, par exemple en Europe. Donc, je pense que pas nécessairement, c'est seulement l'arbitrage qui peut répondre à ce besoin. Oui, mais je sais, au c'est niveau ça que je disais. local, les tribunaux locaux, c'est clair qu'il y a des questions par rapport à ça. Voilà, Mais, d'où l'intérêt de l'arbitrage pour certains litiges. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Malheureusement, on a dépassé l'heure, alors vraiment, c'est pas bien du tout. Le webinaire arrive à son terme. On a encore beaucoup de questions, on a encore envie de discuter et on espère que la discussion continuera après ce webinaire. On remercie vraiment vivement les panélistes pour leurs excellentes préparations passionnantes et le temps consacré à la préparation du webinaire. Merci infiniment à vous trois. Nous vous remercions également toutes et tous pour votre participation à ce webinaire, vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Comme indiqué, on reviendra vers vous pour une éventuelle mise en ligne de l'enregistrement et aussi pour vous communiquer les slides de M. Edgar Martinez. Et on vous souhaite une excellente journée. Voilà, merci à tous.